C'est ça le générique? Salut Marc et les Smart et bienvenue dans Catch Up No Merci, la review du pay-per-view. Non merci. Non merci. Non merci, j'en veux pas. Donc voilà, une review un peu spéciale. Oh là, je suis loin, voilà. Je me rapproche pour vous. Donc aujourd'hui, nous avons comme invité pour parler de Non Merci 2017. Tout d'abord, Giscal. Hey, salut Hank, salut Ringside, salut tout le monde. Reviens-du de vacances, c'était où ça, Népal? À Bali, en Indonésie. C'est pas du tout au Népal. Ah voilà. Ringside, bien entendu. Salut les amis, salut tout le monde. Je Ringside. reviens pas de vacances. Ringside. Chez moi la pêche. Ringside et ses petits amis en tournée en France bientôt. On va commencer donc du coup donc le No Merci à Los Angeles en Californie, si vous ne le saviez pas, hein, au Staples Center. Est-ce que j'ai une question d'abord. Est-ce que vous avez regardé le pré-show tous les deux? Oh yes. Eh bien non, exceptionnellement pour une fois j'ai pas fait. Eh bien moi j'ai dit non merci aussi. Donc... c'est vrai que bon. Mais il y avait qu'un match, on est d'accord. Hein. Mais voilà, oui, il y avait qu'un match. C'était Elias Samson contre Apollo Crews. Je vais pas, du coup, moi, je vais pas vous raconter le match. Je sais seulement que Elias Samson a gagné à la fin avec une clothesline sur le finisher d'Apollo Crews. Bloquant le finisher d'Apollo Crews. Donc voilà, victoire d'Elias. Après, Titus O'Neil est venu pour... Elias a continué à frapper sur Crews. Titus O'Neil est venu pour sauver son poulain. Et Elias c'est parti en courant. Ring, est-ce que t'en as pensé quelque chose? Non, c'est la même chose qu'on voit à Raw d'habitude. Il y a une belle chanson au départ de l'ami Elias, mais sinon rien de très intéressant. Le match était joli, mais rien de plus que ce qu'on voit en weekly. Pas comme ça qu'on vend un kick-off là, hein. Pas dû avoir beaucoup de gens. Ouais, en même temps c'est gratos. C'est gratuit. Bah ouais, mais ils ont qu'à faire des affiches un peu plus motivantes que Apollo Crews contre Elias, hein. C'est le truc qu'on a déjà vu 10 fois. Voilà. N'oubliez pas, le kick-off, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Si vous pouvez pas regarder le show principal tout de suite. On va passer aux choses sérieuses donc. Jason Jordan contre le Miz. Premier match de ce soir pour l'Intercontinental Championship. Aussi le premier match solo de Jordan en pay-per-view. Et on apprend aussi avant le match que le Miz dédie ce match à son fils, pas encore né. Donc voilà. Alors, je vais vous raconter ça. Alors, aujourd'hui, je me fais plaisir, hein, si je vais raconter les matchs. Donc, c'est Jordan qui domine totalement et montre sa force avec une vertical suplex de 10 bonnes secondes avant de relâcher le Miz. Il tente ensuite une suplex avec le bridge, tombé de 2. Il se retrouve vite à l'extérieur du ring, attiré par le Miz. Pour que le Mistourage le piège, puisqu'il y a le Mistourage qui est autour du ring, il le frappe et bien entendu l'arbitre ne voit rien, hein. Le Miz essaye de distraire un peu l'arbitre. Diminué par ses coups, Jordan laisse un peu le Miz prendre le dessus. Le public en profite pour crier Who's your daddy? Alors on sait pas trop si ça s'adresse à Jordan ou à Miz, parce que l'un et l'autre. Voilà. Oui, l'un et l'autre ont un rapport avec la paternalité, donc ça pouvait être aussi un troll sur Jordan, mais bon. Donc Jordan reprend la main après quelques minutes. Il enchaîne ses souplesses, hein, les clotheslines, mais le Miz se relève quand même à chaque fois. Là, le public commence à crier des "You suck", hein, et pas ironiquement comme ils font avec Kurt Angle, mais plutôt méchamment sur Jason Jordan. Jordan il enchaîne aussi les roll-up, double suplex, bridge encore, hein, ça n'arrête pas. Et alors que le Miz va dehors pour respirer un peu, Jordan va pour l'attaquer en fait, pour l'empêcher de prendre son souffle. Et à ce moment-là, il y a Bo Dallas qui essaie d'intervenir. Et donc du coup, il balance Bo Dallas en suplex sur les deux autres. Donc le Miz et Curtis Axel.
Il ramène Miz dans le ring, le coince dans une sorte de chicken crossface, mais le Awesome Miz arrive à rejoindre les cordes. On arrive à la fin. Jordan tente le spear dans le coin, mais Miz l'évite. Miz tente de foncer sur Jordan, mais il le récupère, lui fait un belly to belly, un spear, mais Dallas arrive dans le coin du ring. Jordan l'élimine, va pour un roll-up sur le Miz. L'arbitre préfère faire des bisous à Bo Dallas. Et donc du coup il regarde pas du tout ce qui se passe. Ensuite Axel met une mandale à Jordan de l'autre côté et le Miz n'a plus qu'à caser son skull crushing finale. Victoire du Awesome Miz. On a aussi une petite interview juste après de Jason Jordan par Renee Young. Il dit qu'il veut un rematch et puis il parle du fait que le public gueulait You Suck et il dit oui le public quand ils disent You Suck à Kurt Angle c'est gentil et là on se dit tous bon là il va réagir au fait que tout le monde le déteste en ce moment et non en fait il dit bah moi je trouve que celui qui suck et bah c'est le Miz et il s'en va voilà. Le match, le résultat, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais d'abord demander à Giscal. Le match et le résultat c'était pas mal. Enfin c'était plutôt un bon opener j'ai trouvé. J'étais agréablement surpris de ce match. J'attendais rien du tout. J'ai trouvé que Jason Jordan s'est plutôt bien défendu. Moi j'aime toujours autant le Miz et son Mistourage. Je trouve que c'est toujours assez sympa à suivre. Ils arrivent toujours à différencier d'un match à l'autre un peu leurs interventions, leurs tricheries, tout. C'est plutôt bien foutu. Donc ça on pourra peut-être reprocher. Enfin, il y a peut-être un côté peut-être un peu trop house show dans les matchs du Miz. C'est souvent voilà, c'est beaucoup de tricherie de jeu avec le public, trucs comme ça. Moi, ça me plaît bien en pay-per-view. Je trouve ça assez divertissant. Ça se regarde bien. Donc ça s'est bien passé. En fait. Tout aurait été plutôt bien dans l'opener s'il n'y avait pas eu cette petite interview d'après-match qui a un peu tout gâché parce que bon, le public a été un peu facétieux pendant le match, mais c'est de bonne guerre. On sait que le Miz est assez apprécié en pay-per-view, mais dans l'ensemble, ça va. En tout cas, ils n'ont pas catché dans le silence le plus complet, donc ça c'était plutôt bien, c'était plutôt positif pour Jason Jordan. Mais encore une fois, une grosse erreur de lecture, on va dire, des bookers et de la WWE sur l'interview post-match qui en fait, ils avaient déjà réussi leur coup, le match était bon et ils viennent un petit peu tout casser avec cette interview plate et complètement à contre-courant de ce qui se passait dans l'arène. Donc voilà, c'est un tout petit peu dommage. Sinon, je dirais que c'était un bon opener. Oui, voilà. Ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que bon, il y a des chants donc contre Jason Jordan, mais il y avait aussi clairement des pops pour le Miz qui fait des signes au public, presque à la babyface, de temps en temps, en train de frapper Jason Jordan, en train de regarder le public, et le public qui fait ouais, vas-y. donc voilà. Ring. Ouais, bah c'est bien le problème. Hein. Moi, j'ai gardé du coin de l'œil ce match-là quand je l'ai regardé en live le show. Parce que j'étais occupé à faire autre chose et je l'ai regardé le lendemain un peu plus sérieusement et donc la première fois que je l'ai du coin de l'oreille j'entendais la pop et tous les cris qu'il y avait, je me disais tiens, Jason Jordan il fait réagir le public, c'est pas mal. Et après quand j'ai regardé pour de vrai, j'ai vu que c'était pour le Miz en fait. Voilà, le plus gros babyface de Raw, le Miz, étonnant. Donc là on voit effectivement, comme tu dis Giscal, c'est qu'ils sont bien à côté de la plaque au niveau un petit peu de l'aiguillage du match et de comment ils positionnent les catcheurs les uns contre les autres. Jordan ça fonctionne pas, les gens s'en fichent, ils aiment bien lui casser un peu les pattes pendant le match avec des chants un peu à contre-courant, ça prend pas, donc c'est à côté. Et puis par contre le Miz, cette popularité, il jouait un petit peu à domicile quasiment, mais voilà, moi je suis curieux de le voir aller chercher Roman Reigns maintenant, le Miz, pour qu'on ait une pop de fou pendant les matchs, des gens qui huent et qui sont à fond derrière le Miz. Étonnant ce Miz là qui fait réagir la foule comme personne. Le match était bon, sinon moi je suis pas trop convaincu encore par Jason Jordan, mais là le match était quand même un peu d'un bon niveau. Voilà, maintenant je sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire de Jason Jordan, c'est quand même mal barré. Mais non, c'est un excellent opener pour démarrer le show. Il n'y a pas à tortiller du fesse, mais on est un peu Bizarre of the World encore. Ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner au niveau du public
de la salle, donc ça donne un effet un petit peu bizarre. Mais sinon, c'est quand même joliment exécuté. Ouais, c'est un peu du gâchis cette interview de fin de match contre, parce qu'il y avait clairement quelque chose à faire le lendemain à Raw, quoi. Jordan qui vient seul et qui dit, qui parle de cette tricherie et qui dit. J'ai pas besoin de l'aide. Il aurait très bien pu dire, j'ai pas besoin de l'aide de mon père. Je m'en fous si j'ai un match prévu ou pas contre toi. Je vais te retrouver direct. Tu vois, là, on aurait eu un petit peu de personnalité, un peu de. Mais personne veut voir un babyface comme ça pleurnicher après le match. Hein. Ça n'intéresse personne. Ils avaient fait le même coup avec Naomi, qui était restée à pleurer à SummerSlam. Ça arrive. Ça même à la Et puis c'est très garçon. C'est très écolier de dire oh, je veux mon rematch. J'espère que mon patron va accepter que je prenne ma revanche. Donc non, c'était mal joué. Bon, après, c'est une interview de post-match en pay-per-view, c'est pas un truc qui va rester non plus pendant. Non, mais on comprend jamais trop pourquoi ils font ça en fait. C'est toujours forcé, c'est jamais bon. Moi, je sais toujours que. Il y a quelques fois, je trouve que c'est pas mal, mais ça marche pas à tous les coups. Il y en a une autre interview que j'ai trouvé plutôt sympa post-match, mais on en reparlera. Je vais pas spoiler les gagnants ou les perdants. On va passer au match le plus attendu de la soirée. Hein. C'était le bull de toute l'année. C'était un suspense à vous faire frémir. Ah, oui, d'accord. C'est Finn Balor contre Bray Wyatt. Le monstre contre le dieu. Non, homme contre homme. Sueur contre sueur. Donc ça commence avec une attaque par derrière de Bray Wyatt avant même que la cloche sonne. Ensuite il slam Finn sur la table ringside et le pauvre Irlandais semble blessé. Les arbitres l'amènent en coulisses. Hein, donc du coup au moment où il rentre en coulisses très lentement, hein, il boite et tout. Et pendant ce temps-là, Bray Wyatt il prend le micro et puis il fait ouais t'es pas un homme, t'es pas un démon, t'es qu'une pute. Non, il a pas dit ça. Non, il dit t'es juste un lâche. Tout ça. C'était un peu en mode on ne me traite pas de mauviette parce que Balor voilà forcément il revient dans le ring hein. C'est fini, enfin on espère c'est fini l'époque des pay-per-view où il y a des matchs qui sont annulés au bout de 2 minutes pour une raison donc forcément Finn revient et donc voilà il a aujourd'hui ce que j'ai pas dit, il a un nouvel attirail hein, il est tout en gris. Bleu ciel gris, voilà. Ouais. Donc il commence fort en enchaînant les mandats, le front dropkick à l'extérieur du ring, une adrénaline qui ne tient pas très longtemps puisque Bray ralentit le rythme avec un headlock, avec des grosses jabs et Finn réussit quand même à se montrer le plus malin en coinçant Wyatt dans le drap le long du ring et devinez ce qu'il lui fait, des kicks. Et des kicks, encore des kicks. Balor monte sur la top rope. Wyatt fait l'araignée. Et Finn fait semblant d'avoir peur. Alors, quand je vous dis fait semblant d'avoir peur, c'est du niveau des acteurs de premier baiser. Genre. Comme ça. Et ensuite, donc il scelle l'araignée. Et ensuite, il nocelle l'araignée. Genre, il fait. Voilà. Très bonne reconstitution. Voilà, je suis son doubleur, je lui donne quelques cours. Et donc du coup, il descend du poteau, il case un sling blade à Bray, mais il rate sa séquence et se retrouve dans un urinagi donc de Bray Wyatt, puis un running senton tombé simplement deux. C'est l'heure du duel de Mandal, hein. Sister Abigail raté, mini coup de gras, donc du coup pas à partir du poteau, hein, juste tombé de 2 sur Wyatt. Après une bataille sur le poteau, Wyatt tombe à terre, double stomp sur la nuque de Bray Wyatt, un peu le gros spot du match. Un nouveau tombé de 2. Wyatt fait ensuite une sorte de souplex modifié, genre il balance Wyatt, il fait ça 2 fois de suite. Et il balance d'un côté à l'autre du ring. Mais alors que Bray admire le cadavre de Balor à partir du poteau, l'Irlandais se réveille,
Lui fait un front drop kick. Ensuite, coup de gras, 1, 2, 3, victoire, tout ça. Enfin bon, la séquence habituelle de Balor. Finn Balor a gagné. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Merci. Il fallait bien arriver au bout de cette rivalité là. Vas-y, Ring. Mais en même temps, ils ont fait leur meilleur match de la soirée. Enfin, de leur rivalité. C'était le match le plus intéressant. Au moins, c'était pas long. De la soirée, excusez-moi. Oui, voilà. Au moins, c'était pas long. C'est déjà ça. De la rivalité, c'était plutôt bien amené. Le fait qu'il se fasse attaquer au début, voilà, on a eu peur que le match se termine comme ça en queue de poisson. Puis finalement, il revient. Peut diminuer par ses blessures, mais il arrive quand même à vaincre le méchant. Là, on avait du coup une bonne opposition heel-face qui a plutôt bien fonctionné. C'est ce qu'il fallait pour Baylor. Le bon Bray Wyatt, de toute façon, il se remettra de sa énième défaite en pay-per-view. On a compris qu'il gagnera plus rien, à part une fois de temps en temps. Je pense qu'ils donneront bien un ceinture un jour ou l'autre. Mais voilà, on a vu un bon petit spot vidéo au début là pour nous remémorer un peu toute l'histoire. Ça fonctionne bien avec d'un côté les maquillages de Baylor, de l'autre côté le personnage de Bray Wyatt. Et puis voilà, une belle opposition face heel. J'ai bien aimé le spot du double stomp là sur l'arrière de la nuque de Bray Wyatt. Alors je comprends pas qu'il permette plus à Seth Rollins d'utiliser son curb stomp, mais on a le droit de faire des spots comme ça parce que c'est à peu près la même chose en pire. Mais sinon c'est ça. Mais le match était plutôt joli. Je pense que pour une fois ils ont fait le show qu'on attendait. C'était ce qu'il fallait pour Finn Balor. Maintenant il faut qu'il parte un peu plus haut dans la carte et qui nous le reconstruisent encore un peu plus fort. Voilà, c'était plutôt bien amené. Moi, je trouve plutôt judicieux. Puis le match était pas mal. Donc, je suis plutôt agréablement surpris d'un match que j'attendais pas du tout, parce que c'était quand même la énième confrontation, quoi. La différence, Ring, c'est que les enfants, ils vont avoir du mal à faire la même chose que Finn Balor là, du haut du poteau. Alors, tu sous-estimes les enfants, je pense qu'ils peuvent y arriver très facilement. Ouais. Non, tout pareil en fait. Ouais, je suis très agréablement surpris de ce match. Bon, on va pas s'enflammer non plus, mais j'ai trouvé que le match était en effet plutôt plaisant. Je me suis pas embêté. C'était exactement la durée qu'il fallait. Le bon booking. En fait, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que je trouvais qu'il s'enchaînait pas trop mal avec l'opener. Il y avait un bon flow dans ce début de pay-per-view parce que on avait deux 1 contre 1 finalement assez peu attendus, qu'on fait plutôt bien réagir le public dans deux styles complètement différents. Au début, on avait le face athlétique avec le champion heel Quar, tricheur et roublard et tout. Et là, on avait complètement l'inverse, le monster heel très brawl face au babyface en péril. Je trouve que Finn Balor a ultra bien vendu pendant tout ce match. Les côtes, il était vraiment au top sur le selling. Le spot, comme tu l'as dit, ringside, moi personnellement, j'ai pas compris que ça fasse pas le tomber parce que c'est vrai que tu te dis le coup de grâce, c'est son finisher. Là, c'est un coup de grâce sur la nuque de l'adversaire, c'est encore pire, quoi. Donc c'est vrai que j'étais très surpris que ça fasse pas le tomber, mais du coup très très beau near fall. Et dans l'ensemble, voilà, je trouvais que match très efficace. L'histoire, on n'attendait pas grand chose de ce match parce que l'histoire est pas passionnante, mais au moins ça avait le mérite, on va dire, de raconter un truc sur un mois avec le démon a battu le monstre, et puis là l'homme aussi, Finn Balor a montré sa supériorité avec les deux facettes de son personnage. On s'attend en effet à ce que ce soit terminé. On peut pas spoiler Raw, donc on peut pas en dire plus, mais c'est vrai que du coup, a priori, c'est un bon, ce serait un bon point d'exclamation à cette rivalité qui ne restera pas dans les annales, mais qui a eu le mérite de finir sur un match tout à fait honnête pour un pay-per-view. Oui, largement moins pénible que toutes les séquences qu'on a eues menant à ce match. Mais le match, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé. J'aime bien quand il laisse Bray Wyatt un peu dominer de temps en temps. Je trouve toujours. Il est pas mauvais. Oui, voilà. Moi, je suis toujours un défenseur de Wyatt dans le ring. Il y a vraiment des moments où il cale des mandales ou des trucs qui sont censés être des clotheslines, mais il fait décoller le gars tellement que c'est. Voilà. Puis bon. C'est encore aujourd'hui, ça fait je sais pas combien d'années qu'il est là, Bray Wyatt, mais je regardais le match, il y a un moment, il y a un gros plan sur Wyatt qui est assis comme ça, en train de, je sais plus, faire un headlock, etc. Je regarde, je fais, les bras de Bray Wyatt, bordel.
Les gars, les bras les plus massifs, genre, je pense que ça doit être équivalent de Strowman au niveau. Donc voilà, c'est dingue, il a tellement de bonnes choses et ils savent pas travailler le personnage. Alors quand il est dans le ring, il joue toujours la facilité avec lui. Parce il en impose, il y a tout son truc déjà qui est construit d'espèces de monstres avec ses pouvoirs un peu mystiques, mais ils en restent toujours à ça. Voilà, ils vont pas plus loin et du coup ça donne toujours des segments un peu ennuyeux, mais après. Et il sait se sacrifier. Le nombre de fois où on voit des bums de Wyatt impressionnants, même quand c'est lui qui fait la prise, finalement c'est lui qui mange le plus. Donc du coup voilà, un bon match. J'espère juste qui est autre chose. Je m'inquiète pas pour Balor, mais c'est juste Wyatt. Est-ce on en est à combien? 4 rivalités de Wyatt qui sont les mêmes, basées sur la même chose, qui se finissent pareil, quasiment. Sauf s'il a gagné, enfin il a entre guillemets gagné sa rivalité contre Rollins, mais personne s'en est souvenu dans l'écriture. Donc du coup, bref, on va parler d'un autre match où il y a un moment avec une prise qui aurait dû être la fin du match, mais bon. C'est Cesaro The Bar contre le Shield sans Roman Reigns. Donc Cesaro, il commence fort à l'extérieur du ring. Cesaro fait swinger la tête d'Ambrose sur les marches en fer dès le début. Après ça ressemble, le début ressemble quand même aux autres matchs qu'on a vu des deux équipes. Ambrose est coincé entre les deux heels en attendant le hot tag de Rollins, lors d'une projection de Cesaro par Ambrose, donc du coup sur le poteau dans le coin du ring. Cesaro, je sais pas s'il veut overseller ou quoi que ce soit, mais il va un peu loin. Ouais, et il se mange littéralement ça arrive au meilleur, poteau. Alors contrairement à ce que vous avez pu peut-être lire ici et là, il a pas perdu dedans. En fait, il s'est enfoncé dedans. Ouais. Il s'est enfoncé dedans de 3 mm, je crois, dans la mâchoire. Ouais. Quand j'ai lu ça, j'avais des frissons rien que d'y penser. Ça me reprend déjà là, mais c'est bien pire que de se casser dedans. C'est absolument horrible. Donc voilà. Et juste à ce moment-là, et ce qui est magique, c'est que juste à ce moment-là, c'est le moment du hot tag de Rollins. Et qu'est-ce qu'il fait, Rollins? Il fait un super kick sur ses barres. Et alors, le super kick, c'est peut-être si vous voulez vraiment pas voir le match, et pourtant le match, c'est un très bon match. C'est un très bon match. Mais bon, on discutera. Mais alors, ce moment du super kick avec l'explosion de sang, c'était quelque chose. Donc voilà. Ensuite, Rollins, il lance un Sling Blade. Il fait Sling Blade, super kick, machin. Il réussit, donc Cesaro réussit à s'en tirer quand même, il case un coup d'épaule, il tag, il va à l'extérieur pour récupérer. Sheamus enchaîne les backbreakers sur Rollins, il en met bien, je crois, 3 de suite, tombé de 2, Cesaro réussit, donc du coup, un double team sur Rollins, mais le tombé de Sheamus n'est pas concluant. Plus tard, Cesaro se fait projeter vers l'extérieur et il saigne encore, il pisse le sang. Il réussit à taguer une nouvelle fois Sheamus. Rollins tag Ambrose. Dean balance des lariats et domine. Il court partout dans le ring. Il fait marcher Sheamus. Il balance Sheamus dehors, puis enchaîne avec un suicide dive. Et puis ensuite tout ce beau monde se retrouve dans un coin du ring. Et là c'est la combinaison spéciale de Cesaro. C'est Sheamus qui fait un white noise sur Ambrose et Cesaro qui a chopé Rollins et qui est sur le poteau dans le coin et qui fait une powerbomb, donc du coup de Rollins sur Ambrose qui est à terre. Cesaro fait le tomber, mais Dean sort de ce tomber à 2. Voilà. Donc du coup, le public est en feu et on se dit, s'il sort ça maintenant, qu'est-ce qui va se passer ensuite, parce que voilà. Et finalement, c'est Rollins qui réussit à faire son espèce de finisher coup de genou sur Sheamus,
Le faux, c'est Steve Larson qui appelle ça le faux Rainmaker. Ambrose, du coup, attrape Sheamus à ce moment-là. Dirty Deeds, victoire du Shield, hein, la séquence que vous avez déjà vue dans les derniers Monday Night Raw. Donc du coup, des deux anciens Shield. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, du résultat? Voilà. On va passer du coup à Giscal en premier. Et ben, déjà le match, c'était impressionnant. Très 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 gros match. Je le mettrai pas au niveau du Booker T qui s'est enflammé en disant que c'était le plus grand match tag team qu'il avait vu de sa carrière. J'ai mis ça dans le chat, j'ai fait mollo Booker. Ouais, mollo Booker. Non, mais c'était un excellent match. Je peux pas dire que c'est le meilleur match tag team de l'année parce que je suis assez d'accord avec toi, Hank, pour dire que peut-être que les 5-6 premières minutes étaient un peu faiblardes quand même. Enfin, c'était vraiment du raw refait sur le début du match, mais alors par contre la deuxième moitié, enfin j'ai presque envie de dire même les deux seconds tiers, c'était du très très haut niveau. Tout le milieu du match, c'était un clinique, comme disent les Anglais, hein, de Sheamus et Cesaro qui étaient partout sur le ring, qui ont fait une démonstration de catch par équipe sur le mini Shield. C'était juste magnifique à voir, Cesaro et Sheamus. Cesaro, on le savait, Sheamus m'a bluffé encore une fois sur ce match. Mine de rien, il passe un peu sous le radar, mais il sait vraiment tout faire quand même, ce gars-là. Mais bon, Cesaro a été vraiment incroyable. En plus, quand tu sais la douleur qu'il devait endurer sur le spot qu'il a pris, de faire le match qui sort derrière, c'est juste hallucinant. Donc voilà, super fun à suivre, ultra fluide, énormément de moves, d'innovation. De tags rapides, des heals qui ont vraiment dominé le match, mais de la tête et des épaules. Il y a eu énormément de très très grosses near fall sur Dean Ambrose, ce qui m'a pas mal rappelé, j'ai trouvé moi, le Uso versus New Day de Battleground, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'était celui où Xavier Woods avait pris la saucée pendant tout le match, un peu ce que Ambrose a pris là, où il s'est relevé de trucs absolument impossibles. Et donc c'est vrai que le gros spot que tu as mentionné, Hank, et je m'étais déjà levé, je pensais j'allais applaudir la victoire de Sheamus et Cesaro, et non, incroyable, donc gros near fall. Et au final, je suis pas mécontent du résultat, pas parce que je l'ai pronostiqué, mais parce que écoute, je pense que Ambrose et Rollins peuvent faire de belles choses avec cette ceinture. Rollins a retrouvé un personnage qui fait réagir le public. Ambrose, lui, a retrouvé une direction grâce à cette association. Ils peuvent faire encore de très très belles choses, je pense, au sein de la division de Raw. Donc je suis content de les voir garder la ceinture, mais quelle prestation de Sheamus et Cesaro, c'était impressionnant. Ouais. Effectivement, grand Cesaro, grand Sheamus. Alors Cesaro, mais quand même, moi je suis encore obligé d'applaudir et de souligner quand même le match qu'il a fait, parce qu'avec ses dents explosées, moi je sais pas comment. On voyait en plus qu'il était pas bien, il était un peu. Ça l'a pas empêché de sortir un match quand même exceptionnel. Moi, j'ai vu des trucs là-dedans que tu vois d'habitude au Japon ou chez les indies, des trucs vraiment plus stiff, ça allait à 100 à l'heure, ça s'enchaînait, ça faisait que s'enchaîner. Le selling aussi d'Ambrose était vachement plus crade que ce qu'on pouvait avoir dans des matchs de tag team habituels avec les autres équipes. On est vraiment à un level supérieur de catch avec ces mecs-là. Dans la division tag team, du coup, voilà, ça reprend des couleurs. C'était vraiment un passage spectaculaire, distrayant. Maintenant, c'est sûr que les méchants, ils ont bien volé le show. Et je pense que le but, c'était quand même de mettre en valeur plutôt les faces pour montrer qu'ils arrivent à battre quand même une équipe aussi costaud que Cesaro et Sheamus. J'ai peur que Cesaro ait volé un petit peu trop le show pour le but escompté pour mettre en valeur cette réunification-là. Ambrose Rollins, bon, sûrement que je vais être démenti par ce qui va se passer à Raw, mais c'est sûr que ça fait plaisir de voir Rollins et Ambrose comme ça revenir et être soutenus par le public. Là, du coup, on a une équipe de face qui fonctionne. Gros match. Alors effectivement, peut-être que le début ressemblait à ce qui se faisait à Raw, mais je trouvais qu'ils ont fait déjà des très très bons matchs à Raw, moi, ces derniers temps. Donc ça m'a pas déplu. Ça, c'est vraiment le catch que j'aime. Par contre, ce que je soulignerais,
c'est mettre ça en parallèle avec ce qu'avait dit John Cena sur les catcheurs qui se reposent entre guillemets sur le work rate. Parce que là c'est exactement ça, c'est des mecs qui sont capables de trucs exceptionnels dans le ring, mais du coup quelque part ça leur suffit, ils ont fait leur prestation dans le ring qui était spectaculaire avec des cascades. César il va même trop loin dans son truc. S'il se blesse comme ça, c'est qu'il va trop loin, donc c'est pas forcément bénéfique pour eux sur le long terme, je pense. Puisque derrière c'est pas non plus comme ça qu'on arrive à devenir les top guys de la promotion comme eux espèrent le devenir, je pense. Alors peut-être pas Ambrose qui est pas un mec qui a énormément d'ambition et qui a déjà atteint les sommets. Rollins, on sait qu'il est un petit peu aussi un bulle sa personne, mais Sheamus et Cesaro, s'ils veulent revenir, il faut quand même qu'ils fassent gaffe à pas aller trop loin dans le less is more, comme on dit des fois. Alors du coup nous on est content parce que c'est spectaculaire, mais je pense que eux sur le fait de vouloir s'imposer comme des vrais main eventers de vraiment haut niveau de Cena, je pense pas que c'est la bonne méthode, mais bon ça n'enlève rien au spectacle qui était quand même assez exceptionnel. Je pense qu'il a juste voulu faire un peu trop de selling, il est parti c'est trop ça, loin, hein. Voilà, parce que Ambrose c'est pas de la faute de Ambrose, quoi. Ambrose il a pas une non. Il a pas une non, là c'est vraiment, on voit bien qu'il se jette 3 fois trop fort. Bah non, surtout qu'en plus le coup je sais même pas comment t'appelles ça, hein, mais je sais pas, la catapulte un peu comme ça, c'est un des moves mais vieux comme le monde dans le catch. C'est probablement un des moves d'ailleurs les plus surfaits ou survendus un peu. Moi il me fait toujours beaucoup rire ce move parce que tu vois que le mec se projette sur le poteau, et donc là Cesaro nous a fait il en a un peu trop fait, quoi. Ça. C'est clair. Moi ce que j'aurais le fait que il y avait ce début de match et puis il y avait le fait que le parallèle à la fin m'a un peu embêté parce que c'était les heels qui font quelque chose j'allais dire quelque chose d'innovant. Est-ce qu'ils l'ont déjà fait une fois, je crois. Je savais pas. La powerbomb. Ouais. Il me semble qu'ils l'ont déjà fait. Je crois pas. Ils l'ont fait, mais Rollins arrivait à faire son Hurricane Rana en fait. D'accord. Tu vois, ça faisait un springboard mais je pense pas qu'il ait déjà fait ça. Du coup, il y a ce côté, ou alors c'est peut-être notre perspective de fan de catch, etc. Mais il y a ce côté où on se dit, les heels prennent plus de risques que les face. Ou du moins sont plus créatifs dans ce qu'ils font, etc. Et finalement, le finish, c'est le finish qu'on a déjà vu. Et donc du coup, il y a le côté fan entre guillemets hardcore de catch en moi qui voit les faces gagner avec le refrain qu'on a déjà vu, alors que juste avant on a vu un truc genre waouh. Et du coup ça m'a un peu voilà. Mais non, mais sinon je suis content. De toute façon j'aime les deux tag teams. Vu que du coup Cesaro va être mis de côté à mon avis pendant un bon bout de temps, je pense au minimum un mois, quoi. Faut qu'il se fasse opérer là. Hein. Ouais, faut qu'il se fasse opérer. Mais alors on a un protège-dents. Mais qui sait si on va pas nous ressortir, si possible, croiser les doigts, les Revival pour venir faire à peu près la même chose, voler le show. Mais donc voilà. Ça va être chaud pour eux, hein, parce que le niveau il a sacrément été sacrément élevé depuis les dernières semaines, hein. Il débarque plus dans une division qui était morte là. Donc c'est pour marrant, s'imposer, il va falloir qu'ils restent au niveau qu'ils étaient à NXT, voire même un peu plus, hein. Peut-être que c'est une fausse impression. Peut-être que c'est une fausse impression que j'ai, mais j'ai l'impression qu'en fait l'arrivée du Revival, même si c'était pendant pas très longtemps, a un peu mis le feu au cul Sheamus et Cesaro étaient déjà vraiment bons, mais j'ai l'impression que là ils sont partis ces dernières semaines encore plus créatifs, encore plus parce qu'ils savent que il y a, on va dire, 2 mois encore, Revival c'était considéré comme la tag team heel la plus passionnante dans le ring. Au niveau enchaînement, etc. Même si Cesaro et Sheamus sont pas exactement dans le même style, ils ont pas ce côté trop filou, mais bref. Voilà. Bon, pour moi, c'était un très très bon match. C'est pas un de mes matchs de l'année.
pour l'instant. Mais c'est un très bon match. Allez, on va passer aux filles. Avec donc Nia Jax contre Sasha Banks, contre Bayley, contre Alexa Bliss, contre Emma. Pour le Women's Championship de Raw. Donc juste pour vous situer l'ambiance au début, donc à leur présentation on a Bayley qui se fait un peu bouer, Emma qui se fait littéralement bouer, Nia Jax qui a une bonne pop, Sasha Banks qui a une pop plutôt moyenne et Alexa Bliss qui a une énorme pop. Voilà. C'est le public de pay-per-view. Donc, voilà. Bon, le public de Los Angeles est plutôt smart de tout ce que vous entendrez ce soir quand même. Ça commence avec tout le monde qui s'allie pour sortir Nia Jax, bien entendu. Bliss a été éliminé par Jax assez rapidement dehors. Emma se fait gangbang par Bayley et Banks là pendant 1 minute, elle s'en prend plein la gueule et du coup les deux copines elles se retrouvent seule à seule dans le ring. Donc du coup c'est duel Banks Bayley avec chacune qui contre le finisher de l'autre et tout ça. Enfin bref, c'est assez rapide. Nia Jax fait son retour, met une nouvelle fois Emma à terre. Alexa Bliss tente un DDT sur Nia Jax, on sait pas pourquoi, elle saute dessus, mais elle se fait vite maîtriser. Bliss tente ensuite carrément un crossbody aussi sur Nia Jax. Enfin bref, Bliss essaie vraiment d'attaquer le monstre toute seule, ce qui est un peu face comme truc, mais bon. Nia utilise Alexa un peu plus tard pour frapper Banks sur le poteau et ensuite récupère les deux jeunes demoiselles sur son dos pour faire un Samoan drop. Donc voilà, joli spot. Bayley arrive dans le jeu, elle tente la guillotine sur Nia Jax mais ça marche pas vraiment. Emma va l'aider pour balancer Jax dehors. Bliss et Emma balance Bayley dehors. Emma met Banks à terre mais c'est Bliss qui veulent le tomber. Emma n'est pas d'accord et elle arrive pour sauver le truc. Elles se battent. Jax revient, chope Emma, mais l'Australienne passe sous ses jambes, tente de faire tomber Nia vers l'extérieur, ça ne marche pas. Bayley vient l'aider, puis donc les deux sont en train d'essayer de pousser Nia Jax, et c'est Sasha Banks à l'intérieur du ring qui arrive pour rajouter un petit kick qui va faire tomber Nia Jax pile sur sa nuque par terre. C'était un peu violent. Il y a aussi Emma à un moment qui fait des très jolis butterfly suplex, j'ai beaucoup aimé, sur Bayley. Banks case un backstabber puis un bank statement sur Alexa Bliss, mais Bayley vient casser la prise, tente le tomber, Bayley to Bayley, retomber, ça ne marche pas puisque Banks l'interrompt. Nia Jax revient, elle fait un leg drop sur Sasha Banks, tente le tomber, mais Emma la coupe. Et c'est Alexa Bliss qui arrive pour récupérer Bayley toute étourdie et lui fait un DDT au centre du ring pendant que c'est le chaos autour. 1, 2, 3, victoire de la championne. Désolé pour cette description un petit peu confuse, je m'en suis rendu compte en relisant. Mais compliqué de décrire les Fatal 5 Way. Ouais, voilà. Mais après, c'est soit on essaie de le décrire, ou soit on dit rien et on dit les résultats, parce que, enfin, on dit je vous donne que la fin, quoi. Donc voilà. C'était, comme vous avez pu le constater quand je l'ai raconté, très rapide. Beaucoup de choses sont passées. J'ai adoré ce match. Alors, qui en parle en premier? Giscal, vas-y. Eh bien écoute, moi aussi j'ai adoré ce match. Alors là, celui-là m'a complètement pris de court parce que je dois avouer que je suis un peu fâché avec le catch féminin depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en grande partie à cause de SmackDown, mais bon, tu regarderas Raw, ça sera la même. Et les serviettes. Dividende de SmackDown, c'est quelque chose. Et Raw, c'est autre chose. Ouais, mais bon, même à Raw, j'ai pas trouvé que je me souviens pas de matchs féminins qui m'ont vraiment marqué récemment en pay-per-view. Mais alors celui-ci, moi j'ai envie de tirer un grand coup de chapeau aux 5. Bon, c'est sûr que voilà, quand on s'applique, qu'on raconte une bonne histoire, et puis que c'est vrai qu'il n'y a pas de poids mort quand même dans le ring, elles savent
savent toutes quand même bien gérer bien mener leur barque toutes les 5. Donc tout de suite ça marche mieux. Il n'y a pas de Lana ou de Tamina dans le ring pour venir foutre la merde sur des spots pourris. Donc tout de suite ça fonctionne bien. Non mais le match était, écoute, elles ont parfaitement utilisé leurs 10 minutes. Moi personnellement j'ai été soufflé par Nia Jax sur ce match qui a été pour moi la star de ce match. Le public s'y est pas trompé, elle a eu des très belles réactions d'ailleurs, que ce soit son double Samoan drop à la John Cena là, qui était titanesque, magnifique, et puis le spot où clairement elle donne de sa personne, où finalement elle se fait porter une sorte de double powerbomb à l'extérieur du ring, où elle tombe assez fortement en effet sur la nuque, mais même au-delà de ça, elle a fait un très beau match. Donc non, écoute, dynamique, pas de temps mort, pas de botch, pas de ralentissement. Nia Jax, il y avait toujours on alternait bien les phases de toute contre Nia et en même temps des petites mini rivalités qui reprenaient le pas. On a eu un petit teasing de Bayley, Sasha Banks, mais très court. Donc ça aussi c'était pas mal. Seul petit victoire d'Alexa Bliss, je trouve relativement logique après coup, même si je me suis fait avoir. Tout petit bémol, moi j'ai envie de dire, c'est le choix de la fille qui prend le tombé, parce que c'est vrai que on pouvait déjà reprocher à la WWE, on se demandait pourquoi est-ce que Bayley revenait à quelques jours du pay-per-view comme un cheveu sur la soupe pour rentrer dans ce match. Sans autre justification que coucou, je suis là, en tout cas pas à l'écran, parce qu'on sait que voilà, elle a été blessée, elle avait un title shot, elle a été blessée par Nia Jax et tout, mais bon, ils l'ont pas vraiment réexpliqué. Et puis là elle revient et elle se prend déjà un tombé un peu random comme ça, alors qu'elle a pas fait grand chose du match. Je comprends pas trop, je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. Donc voilà, c'est le seul bémol que j'ai, mais sinon entre ça et les 3 premiers matchs, on avait franchement une première moitié de pay-per-view qui était très très forte avec ce match-là. Ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que tu viens de dire, parce que ça reprend à peu près tout ce que je pensais sur le match. Effectivement, c'était vraiment très bien scénarisé de bout en bout. Elles ont toutes vraiment assuré. Nia Jax, effectivement, plus impressionnante que... on l'avait pas vue comme ça depuis bien longtemps, depuis des matchs à NXT. Elle avait l'air un peu plus sûre d'elle, un peu plus menaçante, un peu plus efficace. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Moi je suis un peu triste des huées que prennent Sasha Banks et Bayley, parce que déjà qu'elles sont mal bookées, en plus si les gens commencent à s'acharner sur elles, à les huer comme ça, on va pas s'en sortir. Une victoire de Bliss, ma foi, pourquoi pas. Je savais pas trop qui déterminait, moi, comme que ça aurait pu être n'importe qui, je pense qu'il aurait pu gagner. Maintenant, voilà, on la consolide, mais on va, je pense, tout doucement vers un face turn, parce qu'elle est effectivement super populaire, Alexa Bliss. Donc on a encore ces petits problèmes d'alignement, mais ça n'empêche pas de sortir des bons matchs. Mais je sais pas si elle est... à mon avis, pour le coup, par rapport à d'autres cas particuliers comme Jason Jordan ou d'autres catcheurs qui ont des problèmes d'alignement, en fait, je pense que la popularité de Bliss vient aussi beaucoup du fait que les faces sont assez ternes, en fait, chez les filles à Raw. Et par effet miroir, du coup, le public... se prend un peu d'affection pour les heels qui sont plus intéressantes en fait, parce que c'est vrai qu'elles ont le mérite, que ce soit Emma avec son histoire de Twitter et tout, ça fait rire, ça fait pas rire, mais bon, au moins elle a quelque chose. Alexa Bliss est juste incroyable au micro, elle a ses expressions, son caractère, son personnage, son univers et tout. Nia Jax est en train de devenir un petit peu la Braun Strowman féminine du roster, à tout péter, super impressionnante. En fait, le problème, c'est que Sasha et Bayley, elles ont pas grand-chose pour elles à part sourire et sortir des vannes un peu moisies. Donc, je pense qu'il y a un effet miroir un peu qui joue en leur défaveur et qui joue en faveur des heels de facto, quoi. Je pense qui vient plus de ça. Et c'est la différence entre des filles qui sont à l'aise dans leur personnage et des filles qui sont pas à l'aise dans leur personnage. Bayley, ils ont quand même tout fait pour détruire le personnage. C'est que son booking, ça a été que de la merde depuis un an. Oui, après il y a le, après. C'est normal que les gens il y a du booking commencent aussi. À lâcher, mais il y a du booking aussi. Je pense pas que ce soit vraiment sa faute à elle. Oui, mais si on regarde Sasha Banks, Bayley, si on regarde Sasha Banks, même si il y a cette histoire elle peut pas conserver la ceinture, etc. En général, quand même, elle a quand même eu un bon paquet de victoires, quoi, sur l'année.
les gens commencent à se lasser parce qu'elle dit rien de nouveau en fait. Elle dit rien. Elle a rien de nouveau depuis. C'est quoi son son histoire histoire depuis son histoire avec La Charlotte. meilleure du finalement. roster, c'est tout. Depuis son histoire avec Charlotte, elle a plus rien à dire, même si même pendant la séquence contre Charlotte, elle avait c'était un peu compliqué. Mais Ouais, là parce qu'ils l'ont fait perdre aussi. oui, Si tu fais c'est toujours pareil, hein, si tu fais une babyface ou un babyface et que tu le fais perdre tout le temps, au bout d'un moment, les gens, ça ne s'intéresse plus. Mais ça, c'est mais une ils histoire l'ont de fait booking perdre, encore, mais hein, ils l'ont c'est fait. pas- Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien les Américains appelaient ça le hot potato, la séquence Sasha Banks Ouais, Charlotte. je comprends pas C'est pourquoi que c'est Bliss qui est championne à l'heure actuelle. Hein. Il y avait mieux à faire avec Bayley et Sacha. Hein. Ouais, Je veux ouais. dire, c'est aussi une solution de facilité. Elle était bien à SmackDown, Alexa Bliss. Ouais. Ils sont court-circuités les uns les autres et du coup tu te retrouves avec ils veulent, ce qu'on a ils veulent actuellement. toutes les chouchous d'NXT, ils les veulent tout à Raw. Hein. C'est Asuka. Enfin, quand on voit l'état du roster, même si à Raw il y a des gros problèmes d'écriture de personnages, quand on voit l'état du roster au niveau purement technique à SmackDown, on se demande pourquoi Asuka arrive à Raw. Mais Je me demande bien aussi comment ça va être géré ça. donc voilà, parce c'est que inquiétant. Asuka, normalement, enfin si on prend la logique, si on reste dans le kayfabe, Asuka est sortie d'NXT avec sa ceinture, elle va arriver, elle va avoir un title shot. Très Ouais, probablement c'est gagner rapidement. gagner le titre Je pense, ouais. dès qu'elle arrive. Donc voilà, c'est l'enjeu du soir, c'était qui allait perdre contre Asuka en fait. Enfin, Mais je comprends pas comment ils ont pu construire Charlotte pendant un temps. C'était la meilleure du roster. Ils avaient créé une superstar avec elle. Ils l'envoient à SmackDown, elle fait plus rien. Là, ils parient tout sur Alexa Bliss. Et derrière, alors que c'était Bayley normalement qui aurait dû être la top babyface. Après, ils ont peut-être dans l'idée, C'est trop brouillon. ils ont peut-être dans l'idée que ça étouffe enfin que la différence de talent étouffe un peu le roster. Et que du coup il laisse à SmackDown par exemple il les laisse évoluer tout à peu près enfin dans le même dans le même ça niveau. fonctionne jamais hein. Quand tu mets tout le monde à même niveau c'est Ah oui, non, ça marche pas, ça. Voilà, mais je pense que c'est la logique. Je vois pas d'autre raison pour laquelle ils auraient écarté Charlotte pendant un moment en attendant d'avoir je ne sais pas qui ils vont faire Charlotte Natalia. Bon, écoutez, on n'est pas obligé de parler SmackDown. Hein. Allez, voilà, tous ça nos va. problèmes. ce podcast ne va pas se transformer en procès. Une fois par semaine, hein, c'est bon. Et alors à ce moment-là, on est au milieu du pay-per-view, donc du coup on est tranquille comme ça, la main dans le slip, on se dit bon, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il doit y avoir encore un match bouche-trou. Non, c'est John Cena contre Roman Reigns, Allez. c'est maintenant. Allez, on n'arrête pas, on enchaîne. Alors Cena quand il arrive, il fanfaronne, mais alors un max, mais c'est le Cena fanfaron des grands jours. Hein. Il arrive, il serre la pogne à Booker T, il dit ouais tranquille, ça va mec, ouais j'ai juste un petit truc à faire, 5 minutes dans le ring. Donc il fait des signaux publics. La musique de Roman Reigns met du temps à arriver, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas Cena ça le gonfle, il fait ouais dis donc, j'ai pas que ça à faire. Donc Roman Reigns arrive, bouh. J'adore. Ça c'est une vanne de Monsieur Armbar. Hein. Je crédite l'amiral Armbar. Donc ça commence avec une période où chacun se jauge. Hein. C'est très très lent. Cena est tout sourire comme s'il était un peu à la foire. Ouais, et il fait mine. Au bout de 2 minutes, il fait mine de s'en aller tellement il se passe rien. Le Sucks en fait. C'est vous êtes nuls tous les deux quoi. D'accord. Donc du coup Cena il fait ouais je dois partir ok je m'en vais et donc du coup il commence à s'en aller du ring. Mais Reigns va le chercher. Hein. Reigns lui il est pas du tout en train de rigoler. Donc grosse suite de mandales, hein, Roman qui ramène Cena à l'intérieur et puis là ça y va pour les mandales espacés de 10 secondes avec un overselling de ouf de Cena en mode pantin. Hein. Le public gueule Roman sucks.
Roman en profite pour écraser Cena dans le coin du ring. Il balance John dehors après, demande au public de continuer en ouvrant les bras. Enfin, il lui demande pas exactement, mais il regarde le public, il fait genre continuer. Cena arrive quand même à le contrer et le balancer dans les marches en fer. Roman fait de même juste après sur Cena. Ils sont dehors depuis 2 minutes, donc j'imagine que c'est un no count out. C'est ce que j'ai noté parce que ça fait 2 minutes qu'ils sont dehors, l'arbitre en a rien à faire. Reigns case un drive-by donc du coup sur Cena, sur le bord du ring. Le rythme est très lent, je vous le rappelle. Reigns dit à Cena, t'es pas avec un micro maintenant, tu fais moins le malin. Ouais. Sur le coin du ring. Il continue à mettre John à terre avec des mandales. J'ai noté, on sent le coup fourré, on sent le super Cena qui arrive. Bien entendu, Cena arrive avec sa séquence, shoulder tackle, you can see me, mais Reigns contre, Samoan drop, et Cena kick out à simplement 2. Cena casera plus tard son 5 knuckle shuffle, mais sera encore contré par Roman Reigns. Je sais plus exactement comment, mais voilà, Samoan ralentit le match dès que Cena tente de l'accélérer. Il lance son Superman Punch, contré par Cena en STF, mais Reigns réussit à se soulever et il lui fait une sit-out powerbomb. Tombé de 2, Cena réussit plus tard à choper Reigns dans un saut et il lui fait un AA qui n'arrivera qu'au compte de 2. Attitude adjustment. Et donc Cena montre après sur le poteau, saute sur Reigns, se fait planter à terre, nouveau Superman Punch et tombe de 2. Cena évite le spear de Reigns, puis réussit à récupérer Reigns, le monter sur le poteau, et là c'est le super attitude adjustment de la mort, simplement 2. Le public crie one more time, Cena leur dit non, il va pour démonter les tables ringside pour le préparer à quelques spots. Il amène Roman Reigns sur la Spanish Announce Table, mais le temps de le mettre en position, Roman Reigns se réveille et il lui case un spear sur la table de devant. Le public complètement ingrat crie You still suck. Ça c'est drôle. Donc Reigns tente ensuite le tomber au centre, simplement 2. Il commence à être sacrément fatigué, le Samoan. Cena contre une attaque de Reigns, encore avec un attitude adjustment. Ensuite il roule, il lui ressort un attitude adjustment. On en est à, je crois, 4 ou 5 dans le match, et encore un tombé de 2. Et alors que les deux semblaient récupérer de leur séquence, Reigns, out of nowhere, balance un Superman Punch, un Spear, 1, 2, 3, victoire de Roman Reigns. À la fin, Super Cena lève la main victorieuse de Roman Reigns, comme le faisait le Rock. Et comme le Rock l'a constaté, ça ne marche pas, le public fait bouh. Et Cena leur fait non, faut le respecter. Un petit mot à l'oreille pour s'excuser de l'avoir détruit au micro. Voilà. Et Cena reste du ring. Mes adieux. Cena reste dans le ring. Roman Reigns il rentre tout penaud. On a l'impression que c'est pas Reigns qui a gagné. Mais bref, Cena il reste dans le ring. Il fait un petit peu son show, genre c'est sa dernière. Cena il reste dans le ring. Il a les larmes à l'œil et tout. Et le public crie Thank you Cena, comme si c'était vraiment la dernière. Et j'ai noté la pré-retraite est en marche. Voilà pour ce match. Décevant. Larme à l'œil de Giscal. Décevant. Je serais pas sévère, mais je dirais décevant. Giscal. Honneur à Giscal. Super Cena. Décevant. Bon bah écoute, ok, tant pis. Moi évidemment j'ai adoré ce match. C'était mon dream match. Cena contre Reigns, c'était le match que j'attendais depuis que Roman Reigns était au top de la WWE. Donc ça fait un petit moment quand même. Si je voulais être parfaitement honnête, je dirais qu'en effet, je suis un petit peu déçu parce que la façon dont ce match a été booké et catché, ça sentait vraiment le one shot. Enfin, il y en aura probablement pas d'autres, je pense. Et du coup, quitte à faire un one shot de cette magnitude, j'aurais aimé qu'ils aillent encore plus loin, qu'ils nous fassent quelque chose vraiment de un énorme match
ça n'a pas été un énorme match, mais ça a été un très bon match. Pour ceux qui... alors après, il faut aimer le style. C'est du match catché comme à WrestleMania, avec un empilement de finishers, l'ambiance un peu électrique, le rythme extrêmement lent, les spots bien préparés. Tout. Enfin, on est sur du gros match, mais du gros match made in WWE qu'il faut aimer. On aime ou on aime ou on n'aime pas ce type de. Si on n'aime pas ça, vaut mieux pas regarder la WWE. Voilà, c'est aussi un peu ce que j'ai envie de dire, parce que voilà, quand on n'aime pas ce type de match, ça devient quand même minoritaire. Non, évidemment, ça devient minoritaire, mais justement, c'est assez spécial comme type de match, et c'est généralement un traitement qui est réservé à des gros matchs de Mania. Et donc, du coup, j'ai été assez embarqué. C'est aussi pour ce type de match-là que je regarde le catch et la WWE. On est vraiment dans le divertissement un peu bigger than life. Voilà, donc moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé... Bon, c'était clairement le match, tout était axé sur ce passage de torche un petit peu dès le début, la première droite de Roman Reigns, John Cena était flanchait et a eu un tombé de deux très vite. D'ailleurs, les commentateurs l'ont dit tout de suite. Il n'y avait pas la peine d'être un grand connaisseur de catch pour comprendre que voilà, toute l'histoire était axée sur Roman Reigns est extrêmement, il est très très fort, très très fort. Vous allez bien le voir qu'il est très très fort et tout. Donc il y a eu des magnifiques near fall, parce que il y en a beaucoup qui vont dire après ce match que oui, l'attitude adjustment ça vaut plus rien, c'est pourri. Non, c'est justement parce que l'attitude adjustment est tellement incroyable que ils s'en servent comme un outil d'écriture et scénaristique pour montrer que Roman Reigns est vraiment un mec à part, parce que personne s'est jamais relevé de l'attitude adjustment où Cena fait une sorte de roll-up là pour remonter une deuxième fois. Ça, c'était... Enfin, moi, pareil que pour le spot dans le match tag team, je pensais que c'était fini, mais les doigts dans le nez, ça, c'était sûr. Donc, il y a eu de très beaux near fall. Le Avalanche Attitude Adjustment, seulement AJ Styles, je crois, s'est relevé de ce truc-là. Donc, bon, voilà, Roman Reigns a eu un traitement de dieu sur ce match-là. Et après... s'il y en a que ça énerve, naturellement, ils peuvent pas apprécier ce match. Mais voilà, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau match. Et puis l'après-match était très émouvant. Pareil, si on n'est pas fan de John Cena, si le personnage agace, tout ça, c'est difficile d'apprécier le moment. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir que, comme souvent quand même dans ces moments-là, le public sait revenir aux fondamentaux et sait respecter les grands du business. Et donc du coup a compris quand même que ce moment-là... peu importe s'il avait été surjoué pour Roman Reigns, c'était peut-être un moment spécial, et donc j'ai trouvé que c'était touchant. Non, mais peu importe, la victoire de Roman Reigns, c'était un moment spécial pour Cena. Non, mais mine de rien, vu comment il le jouait, le public s'est peut-être dit qu'en effet ils assistaient à quelque chose de spécial, et donc du coup ils ont mis la rigolade de côté et ont apprécié. Le seul truc qui m'embête là-dessus, c'est que avec tout le respect que j'ai pour Cena, enfin il y a des matchs de Cena que, enfin ces dernières années, que je considère dans le top 3 à chaque fois de l'année, mais j'ai eu l'impression en fait d'avoir le même syndrome que pendant toute cette rivalité où Cena, c'est le Cena show, quoi. C'est tout le temps le Cena show. C'est lui, c'est lui la star. C'est même quand il donne le flambeau, ça se finit par c'est moi la star. Mais ouais, moi je le vois pas comme ça. Mais après, je peux comprendre. Hein, mais c'est juste ça. Moi, Roman Reigns, j'ai pas un attachement particulier à lui. Je trouve que des moments il peut faire des matchs vraiment excellents. Mais c'est juste, je me dis, si vous voulez le construire, si vous voulez qu'il ait un peu d'aura, etc., arrêtez de... Genre, il y a un moment, il faut que Cena, il baisse un petit peu son ego, quoi, que... Non, mais... Il a été sur le cul, là, quand même. Tu vas pas lui demander beaucoup plus à Cena. Non, mais oui. Non, mais il a perdu. On lui a fait fermer son clapet. Oui. Mais il a quand même servi la totale à Reigns, là. Enfin, moi, j'ai eu du mal à croire. En fait, j'ai eu du mal à rentrer dans ce match et j'ai eu du mal à croire à ses tombées, en fait. J'ai du mal dès le début. Pourtant, j'avais pronostiqué victoire de Cena, etc. Mais au bout de 2 minutes de match, j'ai fait c'est Reigns qui gagne.
Son acting était vraiment horrible au début à Sina. Voilà. Ouais, il en faisait un petit peu trop. Je trouvais ça limite. Je trouvais ça limite. Alors tu vas me dire, bon, c'était pas volontaire ou quoi que ce soit, mais je trouvais ça limite insultant le selling du départ. Où c'était un selling, c'était presque genre, regardez, il va me battre, mais ça va être, vous allez pas y croire. C'était un peu ça. Shawn Michaels contre Hulk Hogan. Ouais, c'est vrai que sur les premières mandales, je peux être assez le d'accord. Le fait qu'ils partent au début du match, moi je trouve ça ridicule aussi. Ça c'est moi je trouve que too much. Non, moi j'avais peur au début quand ça a commencé. C'est de l'impro, c'est de l'impro. Ouais, mais il est tout sourire, il en a rien à faire et c'est le Cena que j'aime pas quoi, c'est le Cena de la rivalité, c'est le Cena qui il est là, il a des bonnes intentions, mais en même temps il a son ego qui vient et le fait que le public se marre avec moi, donc il faut un ego comme ça quand t'es le top play de la non, mais et ça permet à Reigns de sortir le grand jeu pour ce qu'il faut savoir aussi dans le ring, avoir les capacités de répondre à un acting de merde comme ça, et Reigns il s'est bien comporté parce qu'il est resté imperturbable et quand il a commencé à envoyer Reigns a fait son boulot. C'est juste moi toute cette espèce de contexte et cette attitude de Cena au début m'a littéralement sorti du truc, et par la suite en fait j'avais l'impression de voir Reigns se battre contre un pantin quoi. Enfin, il n'était pas contre John Cena. Enfin, ce match, j'ai pas l'impression que Cena avait vraiment, à part les séquences d'attitude adjustment, j'ai pas vraiment eu l'impression que Cena. Tu vois que t'as une différence de physique entre les deux. Cena il est beaucoup plus impressionnant que Reigns au final. Et donc du coup, il y a aussi ce fait que peut-être c'est la mémoire des matchs contre Styles où je me dis, mais Cena quand il veut vraiment gagner, il sort toute l'artillerie quoi. Il a sorti tout. Là. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a même fait le spot Batista qui l'avait blessé là. Enfin, il a tout fait. Il a fait tous les rappels à ses grands matchs. Il s'est pris le spear sur la table. Faudrait que je le re-regarde, mais moi j'ai trouvé que dans le ring, le souvenir Reigns n'est pas aussi beau d'AJ Styles, parce que AJ Styles est le meilleur catcheur du monde. Donc si tu compares les deux, forcément le match il va être moins bien. Mais ça c'est parce que c'est AJ Styles. J'ai juste trouvé dans le ring que j'ai le souvenir là pour ce match que c'était du classique Cena de A à Z, sauf le spot dans la table. Mais sinon, c'était Attitude Adjustment, Five Knuckle Shuffle, STF. Et ça fait 15 ans que tu le vois catcher. Oui. Quand justement, c'est AJ Styles nous a prouvé que c'était pas forcément. Mais c'est AJ Styles. AJ Styles, c'est le meilleur catcheur du monde. Parce que quand Cena est contre AJ Styles, là, il sort des trucs originaux. Il y a des séquences qui sont vraiment on n'est pas sur le même rythme. Oui, je sais, je comprends qu'on n'est pas sur le même rythme. Je trouve que le match a manqué de piquant, de suspense et que vraiment c'était là-dessus c'est décevant parce que je pensais que justement toute cette progression vers le match était pas forcément terrible, mais que le match allait surprendre. Et finalement, il m'a pas tant surpris que ça. C'était pas un mauvais match. Je suis pas en train de dire que c'était un mauvais match. Non, ça, je suis d'accord de dire qu'il était pas surprenant ce match. C'était un match de gala. C'est pas un match. Le match a pas prouvé que Reigns avait plus sa place qu'hier. Voilà. Non, en tout cas pas aux yeux du public qu'on est. Oui, en effet. Voilà, je pense, d'accord. Mais bon, je trouvais que c'était des bons petits moments. Mais c'est marrant que vous ayez pas du tout aimé le coup de la sortie de Cena parce que je trouve que c'est vraiment. Enfin, c'est du show, quoi. Enfin, il est en impro total, je pense, parce que le public chante. C'est pas le moment. Vous êtes tous les deux nuls. C'est encore le début du match. Il peut se permettre. On est nuls. Du coup, il joue un peu avec le public, il fait monter la sauce. C'est par ce genre de petit artifice aussi qu'on ajoute. Je trouve, on ajoute une dimension encore un peu plus forte à l'ambiance parce que ça fait monter l'électricité. Moi, ça me fait penser à un live show surtout, quoi.
Enfin, house show. C'était un peu too much, surtout que derrière, il survend il se prend une pêche, il tombe par terre, il est sonné. Là, par contre, c'était trop. Et puis en plus, tu sentais que c'était voulu parce que les commentateurs l'ont repris immédiatement. Mais oui. Après, il y a eu c'est vraiment qu'il allait lui niquer le match, mais bon, finalement. Non, mais bon, après, il y a forcément un petit côté Cena, et c'est vrai que ça fait très tournée d'adieu ces derniers matchs. Là, tu sens qu'il se fait plaisir. Voilà, il se fait un peu plaisir, que ce soit au micro, dans le ring. Il se lâche un peu, il se permet des trucs que les autres peuvent pas se permettre. C'est évident que ça agace un petit peu. Surtout que derrière, Reigns, il est pas aussi impressionnant au niveau de la force physique que Cena quand il fait son spot là où il le reprend à terre pour lui faire la powerbomb là, on voit qu'il galère quand même un max, alors que Cena il te le fait ça tranquillement. Il avait déjà botché pas mal de trucs contre l'Undertaker parce que visiblement il avait pas la force physique de faire certains moves. L'Undertaker c'est un sacré gabarit aussi. Ouais, c'est ça, mais Reigns, mine de rien, il est quand même un petit gabarit en dessous des méga monstres qu'on a eu jusqu'ici en tant que top guy. Et ça se voit quand même sur des matchs comme ça, où quand il y a le moment de vraiment l'épreuve de force, il n'est pas forcément au niveau, il n'est pas aussi spectaculaire qu'on pourrait l'espérer. Mais après, derrière, il compense avec vraiment un work rate qui est quand même un cran au-dessus de ce qu'on a pu voir avant, et un selling qui est souvent très bon. Très très bon son selling. Allez, on a une pilule à avaler. C'est l'heure du Cruiserweight Championship match. Adrian Neville, je donne son nom en entier, contre Enzo Amore. Vous ne rêvez pas, ne réglez pas vos téléviseurs. Après, je vais pas vous raconter tout le match. Après 5 minutes de torture d'Enzo Amore, Neville le laisse dehors inanimé. Il remonte, donc du coup Enzo remonte quand même dans le ring, et il troll le petit en lui disant no one tags. Et du coup pour rappeler, Enzo et casse son ami perdu. Le public gueule à ce moment-là, donc ça fait 5 minutes le match a commencé. This is boring. Neville rate un Phoenix Splash. Enzo fait un DDT de la top rope, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une espèce de GDG ou GDG. Enfin quelque chose quoi. Enfin il y a un G quelque part. Ouais. Alors à ce moment-là, c'est la frayeur, mais Neville sort au compte de 2. Enzo se fait massacrer dehors, puis Neville revient dans le ring, attend le compte, qui arrive jusqu'à 7, avant que l'arbitre commence à se concentrer sur Neville, qui ne fait rien de spécial. Pendant ce temps-là, Enzo est en train de voler la ceinture Cruiserweight dehors. Alors que l'arbitre est retourné, Enzo fait... donc du coup, il vole la ceinture, ensuite il revient dans le ring, l'arbitre il fait « la ceinture, tu vas la remettre à sa place », et donc du coup l'arbitre, comme il pense que Enzo ne sait pas utiliser ses jambes, il prend la ceinture et il va la remettre à sa place. Et donc du coup, pendant ce temps-là, Enzo fait un coup dans les couilles de Neville, il lui fait un roll-up, et là à ce moment-là, comme par hasard, l'arbitre décide de se retourner. 1, 2, 3, Enzo Amore est votre nouveau Cruiserweight Champion. Vous ne regarderez toujours pas 205 Live. Non, je rigole. Il paraît, non, ça va ramener des gens. Pas moi, en tout cas. Mais... Attends de voir Raw, tu sais pas, ils vont teaser un truc. Ah ouais, ça va être dingue. S'il perd sa ceinture en 24 heures, d'accord. Mais je sens que Giscard et moi, on va être les deux avocats d'Enzo Amore. C'est parti, t'es d'accord avec moi? Il a scellé comme un porc, c'était trop bien. Vraiment, c'est la meilleure, c'est la meilleure serpillière qu'on a jamais vue. Non, mais c'est une très belle merde en catch. Il est très fort à ce qu'il fait, à savoir être nul en catch. Mais alors, la division Cruiserweight, de toute façon, c'est un échec total. Ça fait peine à voir chaque semaine à Monday Night Raw. C'est le refrain de Papi Ringside. Voilà, autant qu'il l'enterre avec Enzo Amore, que ça nous sert de leçon. Il y a pas de Cruiserweight à la WWE, ça ne fonctionne pas. Ça sert à rien de faire venir des petits gabarits pour qu'ils sautent partout. C'est pas ce qui fonctionne à la WWE. Enzo, il a compris un truc, c'est que quand tu prends le micro, faut que ça envoie du pâté. Quand tu as un personnage, il faut que tu le tiennes jusqu'au bout. Il faut qu'on parle de toi, il faut faire le scandale. Le in-ring et compagnie, c'est bien, mais ça suffit pas, et c'est même, tu peux t'en passer en vérité.
Voilà, la preuve. Ce mec est toujours là, soi-disant qu'il est puni, etc. Machin, mais en attendant, fait bien rire, ça. il fait réagir la foule. Il est super populaire, il vend ses perruques, il est champion cruiserweight, ça va être la star de 205 Live. Pour moi, ce mec-là, il a tout compris. Alors, je comprends qu'il peut horripiler les gens, moi aussi, un personnage comme ça m'horripile, mais il est marrant. Après, moi, ça fait longtemps qu'il m'a pas fait marrer, hein, mais bon. Bon. À Raw Talk, il a sorti une belle petite promo encore une fois. Il a tenu le micro pendant un quart d'heure. Voilà, les autres pouvaient pas en placer une. Il va venir avec une ceinture constellée de diamants, repackagée, tunée façon gros beauf. Ça va être horrible, mais ce mec a tout compris. Donc c'est quelque part pour moi c'est mérité. Et ma foi, il est temps d'achever cette division cruiserweight qui est quand même la honte de ce qui s'est fait à la WWE là sur la dernière année. Tant pis pour ces fabuleux techniciens du ring, ces cruisers, mais voilà, si vous voulez voir ça, vous allez regarder tout ce qui est indépendant. Il y a du monde, c'est accessible maintenant. Vous soutenez un petit peu les indépendants et tout le monde est content. Tu m'as piqué mon ouverture. Oui, en fait, moi, j'ai complètement la même analyse que Ringside parce que, en fait, c'est ce qui pouvait arriver de mieux à la division cruiserweight. Enfin, en tout cas, du moins, ce qu'il en reste. Enzo Amore, c'est une bénédiction pour eux parce qu'ils vont. Enfin, moi, par exemple, je suis peut-être pas le meilleur exemple, mais je pense que je vais regarder 205 cette semaine rien que pour ça, parce que, écoute, ça m'intéresse de savoir ce que cet abruti là va bien pouvoir nous pondre avec sa nouvelle ceinture et quel promo il va pouvoir sortir, quel segment. Si vous n'avez pas encore vu Raw, alors je ne spoil rien, mais je pense que vous allez bien enfin en tout cas vous allez avoir des choses à dire et donc en fait j'ai eu aucun problème avec ce match pour plein de raisons. J'ai même trouvé ça pas mal du tout parce que ils avaient le pire spot de la carte, hein, c'est bien connu, hein, c'est le spot de la mort entre les deux main events. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont du coup on parle d'eux. Non mais si, mais on en parle parce que du coup, c'est un peu notre mission nous de parler. Non, mais je sais, mais sur internet on en a beaucoup parlé. Ils ont fait réagir. Oui. Ils ont transformé leurs 6-7 minutes habituellement réservées à la pause pipi en une sorte d'angle un peu prolongé sous forme de match qui fait le buzz, qui rebat complètement les cartes de la division cruiserweight. Et qui du coup donne une sorte de complètement de nouveau souffle, ou en tout cas une storyline concrète au cruiserweight. Donc moi j'ai envie de dire mission accomplie. Après voilà, en effet, comme dit Ringside, si on veut absolument voir des petits mecs qui font des flips et tout, je pense qu'il y a plein d'autres produits que la WWE. Ils ont tenté le coup, ils avaient fait un très beau tournoi qui avait bien marché sur le network, mais on s'est vite rendu compte que malheureusement ça ne pouvait, je pense en tout cas, pas fonctionner à la WWE. Du moins pas avec les dirigeants qui actuellement, parce qu'ils y comprennent rien et ils savent pas ce qu'ils ont envie de mettre en avant, donc ils savent pas gérer ça. Ils savent pas gérer ça à l'écran. Donc ils sont revenus sur ce qu'ils savaient faire, à savoir faire de l'entertainment, mettre une grande gueule avec la ceinture, centrer un petit peu tout ça sur un personnage, des promos, des matchs peut-être un peu moins purs, mais en tout cas quand on le mérite, il se passe des trucs. Enfin voilà, il s'est passé plein de trucs dans ce match. Il y a eu Neville qui a fait plein de super moves. Il y a eu des trucs à l'extérieur, du ref, de la controverse, du ref bump. C'est pas du match cruiserweight, mais c'était. J'ai l'impression qu'il s'est passé plein de trucs au bout de 5 minutes. Oui. Il y a eu juste 5 minutes avant, qui étaient juste... Enzo s'est fait écrabouiller pendant 5 minutes pour bien mettre dans l'esprit de tout le monde qu'il s'est pas catché et que la seule façon qu'il a de s'en sortir, c'est de tricher et de faire ce qu'il sait faire et ce qui marche. Ce qui est cohérent en plus avec ce qu'ils ont fait ces dernières semaines, puisqu'il a gagné tous ses matchs en trichant depuis qu'il est arrivé dans la division cruiser. Donc en plus, c'est cohérent dans le. Voilà, on est complètement là-dedans et on se dirige vers un truc qui, moi, personnellement, si c'est bien écrit, me plaît plutôt pas mal et me donnerait potentiellement envie de regarder un petit peu ce qui va se passer, à savoir une sorte de confrontation un peu entre finalement l'incarnation de l'entertainment pur et finalement de cette génération peut-être un peu qu'on n'aime pas, qui nous agace, hein, qui est centrée sur le buzz, sur les individualités,
tout, voilà, le culte de l'individuel, du buzz, de faire réagir, tout ça. Et d'un autre côté, finalement, les mecs qui sont là et qui essayent à la force de leur talent et à la force du poignet d'essayer de faire un trou et qui se retrouvent complètement supplantés par un mec qui est juste là parce qu'il a de la gueule. Ils peuvent en faire un truc assez intéressant, Roster versus Enzo, qui peut être sympa. Donc, j'ai pas du tout été gêné, au contraire, j'ai été surpris de me voir me faire un peu embarquer par un match qui ne servait à rien sur la carte du pay-per-view. Donc voilà, moi, c'est mon analyse. D'accord. Et bon courage à Cédric Alexander. Voilà. Voilà, ouais, Cédric, je pense que tu peux retourner à sûrement une compagnie qui utilisera mieux tes moyens. Bon allez, on va passer au main event là parce que on commence à faire un peu long. C'est l'heure du vrai match de bonhomme, Braun Strowman contre Brock Lesnar. Ça commence avec Brock qui tente 2 takedowns sur Braun, mais Braun il le no-sell totalement, il le balance dans son coin comme s'il en avait rien à faire. C'est un vrai pilier. Au bout d'un moment, il se prend quand même une souplesse. Mais Strowman réussit à caser un choc slam sur Lesnar. Il met Lesnar dans une running power slam en 5 secondes chrono, tombé, mais seulement 2. Lesnar est sonné, Strowman maîtrise Lesnar tout le début avec des coups d'épaule, des coups de tête. Lesnar tente le contre dans un F5 mais apparemment son dos semble blessé, il abandonne à la moitié de la prise. Strowman balance Brock hors du ring, ensuite il l'enfonce dans un des poteaux. La Beast a le dos en feu, on le voit à la caméra, il a du mal à se lever. Brock se fait pousser comme un pantin dans chaque coin du ring. Il évite Strowman à un moment et tente le Camora Lock. Lesnar est accroché au corps. C'est Camera. À chaque fois, je sais pas. Kimura. C'est les Américains, ils prononcent. Mais donc Lesnar est accroché au corps de Strowman qui tente de s'en débarrasser. Et Braun se retrouve vite au sol, en difficulté pour la première fois dans ce match, enfin en vraie réelle difficulté. Il touche la corde donc du coup ça casse la prise. Lesnar saute sur Strowman à un moment et Strowman transforme ça en Spinebuster compte de 2. Lesnar profite de la faiblesse du monstre pour lancer une série de souplex, 1 souplex, 2 souplex, 3 souplex, 4 souplex, 5 souplex, tentative de F5 contrée en running power slam, c'est la thématique. Mais Braun n'a plus la force de faire le tomber, ils sont 2 grandes bêtes à terre. Il refait son running power slam une dernière fois et cette fois il tente le tomber, c'est encore simplement 2. Les 2 monstres sont bien entamés, mais Brock réussit dans un dernier effort à soulever Strowman. F5, actualiser la page, tomber, 1, 2, 3. C'est une nouvelle victoire de Brock Lesnar. Strowman n'était pas l'élu. Non. Strowman n'était pas l'élu. Alors, ringside. Ok. Moi, je suis un peu déçu du match. C'était vraiment bien quand Strowman dominait jusqu'à la Kimura, où après, on a l'impression qu'il lui avait enlevé toute son énergie. Et à partir de là, il s'est laissé faire et c'est pas super crédible du coup. On était tout ça, c'était finalement pour avoir une victoire encore de plus pour Brock Lesnar. Strowman c'était le gros obstacle je pense que ça aurait été plus judicieux d'avoir une victoire de Strowman qui est quand même c'est un peu son moment à Strowman, donc un peu déçu mais on a besoin de Lesnar Reigns à WrestleMania. C'est ça, on reste sur Lesnar, la big star imbattable qui détruit même les monstres les plus puissants. Donc c'est un choix scénaristique qui me convient moyennement, mais c'est comme ça. J'aurais aimé quand même un truc un peu plus costaud comme match avec quelques explosions de table, etc. Mais je suis plutôt déçu de ce match quand même. D'accord. Ouais, pareil. Je suis un peu. C'est dommage. Un petit peu comme le Cena Reigns. Ils nous avaient vendu ça comme une affiche Mania, WrestleMania-esque et tout.
Et ils sont pas allés, pareil, c'est probablement un match qui n'arrivera aussi qu'une seule fois. Pareil, ils n'ont pas lâché les chevaux, ils sont pas allés au bout de ce qu'ils auraient pu faire avec cette rencontre. C'est un petit peu dommage. Pareil, moi j'ai lâché la rencontre au même moment à la Kimura. Il y a eu, moi personnellement, je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais ça se trouve c'est juste moi qui suis peut-être trop, je suspends trop mon disbelief là. Mais pendant 5 minutes avant cette Kimura, j'ai vraiment flippé pour la ceinture de Lesnar parce que je trouvais que Strowman est arrivé comme un boulet de canon dans le match et a fait très 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 peur. Et j'ai plutôt apprécié le clin d'œil au match de Goldberg avec du coup le finisher de Strowman très très vite, tout de suite quasiment dans le match, qui a fait un petit frémissement dans l'arène. Derrière, il y a eu d'autres running power slam qui auraient pu sceller l'affaire aussi parce que donc il y a eu un début de match très très costaud et puis il y a eu cette Kimura qui m'a un petit peu sorti du truc aussi. D'ailleurs, très bizarre parce que j'ai pas compris le spot parce qu'en fait avant que Brock Lesnar amène Braun Strowman au sol, Braun Strowman il est dans les cordes, ils sont dans le coin, ouais, je pense qu'ils l'ont merdé le spot parce qu'ils étaient on les a vus en plus discuter à la fin et ils savaient pas trop comment enchaîner. Je pense parce qu'effectivement il y avait un problème là. Il le prend dans la Kimura et Braun Strowman l'amène dans le coin et littéralement tient avec sa main libre la corde. J'étais là, je suis qu'est-ce qu'il fait l'arbitre et tout machin. Et du coup c'est vrai que ça m'a un petit peu sorti du truc et puis après Braun Strowman a complètement ralenti et c'était plus le même match et t'avais plus cette électricité qu'il y a entre les deux quand ils se rentrent dedans à toute vitesse et qu'ils se pètent la tronche et tout. Donc dommage, petite faiblesse je trouve dans l'écriture. Je pense qu'il y avait d'autres. Moi j'ai aucun problème personnellement avec Lesnar qui gagne. Bon après ça c'est chacun son truc. Mais il y avait peut-être d'autres façons de faire gagner Lesnar que d'avoir complètement affaibli Braun Strowman de cette façon et d'avoir un petit peu tué le match pour arriver à ce simple F5 en quelque sorte. On va dire entre guillemets ce simple F5 qui reste quand même un move extrêmement puissant, mais bon voilà. Donc un petit peu en deçà, je suis un petit peu déçu de ce qu'ils auraient pu faire. C'était pas à la hauteur du main event qu'ils nous avaient vendu. Après, c'est la même histoire il me semble, c'est la même histoire qu'avec Goldberg, c'est-à-dire que le F5, personne n'en sort. De la même façon que le Spear, personne s'en relève. Il n'y a pas de mystère. C'était l'effet miroir est d'ailleurs assez rigolo entre les deux matchs, parce que Brock Lesnar se relève de quelque chose comme 4 running power slam ou peut-être 3. Mais n'a besoin que d'un F5. Cena qui se relève, Reigns qui se relève de 4 attitude adjustment et qui se couche sur le premier Spear. On est sur 2 trajectoires qui vont rentrer en collision selon toute vraisemblance avec ils seront au sommet tous les deux. Moi j'aurais préféré bien sûr, j'en avais parlé dans le dernier podcast de Raw, j'aurais préféré une victoire de Strowman, c'est sûr, parce que je trouve ça plus excitant en fait. Tout simplement parce que le champion qui est pas là en moyenne 2 semaines sur 4 voire 3 semaines sur 4 ça va encore oula, on ne voit plus Ringside. Ringside a disparu. Ça va encore nous faire patauger en haut de l'affiche pour Raw quoi. C'est ça, c'est-à-dire que ça va encore se chamailler pour qui va voir Lesnar, on va le voir dans X temps. Donc voilà. Ringside a complètement disparu. Ringside a disparu du radar. Justement, on allait passer à la note, mais alors je vais essayer dans une dernière tentative d'ajouter Ringside. Voilà, Ringside, hop, ajouter. Va-t-il répondre? Mais on va passer donc tout de suite au mot de la fin. Yes. Un top, un flop, une note, de façon fort concise, mon cher Giskel, parce que on fait un peu long aujourd'hui. On a fait long. Vas-y. Écoute, mon top, on l'aura compris, je pense, dans la description des matchs, je vais le donner à Sheamus et Cesaro, The Bar, qui ont fait le match de la soirée, clairement pour moi, et la plus grosse prestation dans le match de la soirée. Magnifique. Une démonstration de ce que peut être le catch par équipe dominant comme ça. Donc bravo à eux. Et mon flop, écoute, à qui est-ce que je pourrais donner mon flop?
J'aurais presque envie de donner parce que finalement les seuls matchs qui m'ont vraiment déçu, c'est finalement les matchs qui m'ont le plus hypé, à savoir les deux gros main events. Mais allez, si je devais choisir quelqu'un dans ce tas-là, je le donnerais peut-être à Strowman, mais sans grande conviction, parce que peut-être celui qui a le moins volé l'affiche parmi les quatre protagonistes des deux gros main events, mais voilà, disons que je suis peut-être plus déçu par la hype qu'avaient suscité ces matchs-là et ce que c'était en vrai que vraiment un acteur en particulier. Et puis ma note, c'était quand même un sacré bon pay-per-view. Donc je vais lui donner un 4 sur 5 à ce pay-per-view parce que écoute, il y avait les deux gros main events, mais hormis ça, tous les autres matchs, moi personnellement m'ont intéressé. J'ai trouvé que la carte était très homogène, il y avait un bon flow, pas de temps mort, donc voilà, bravo, bon pay-per-view, 4 sur 5. Ok. Ringside. Es-tu de retour? Je suis de retour. Je suis là. Donc, Coupé, je sais pas ce qui s'est passé. rapidement, top, flop, note. La note 4,25. Le top, je vais le donner à Cesaro parce que voilà, il a bien souffert, il le mérite. Et le flop, je vais le donner à l'interview post-match de Jason Jordan. C'est un bon flop, ça. Ouais, c'est voilà, c'est un bon flop. Vraiment inutile et néfaste pour sa carrière et pour le show. Voilà, 4,25. J'ai quand même bien aimé ce pay-per-view. D'accord. Moi, le top, je vais le donner au match des filles. Match des filles qui était excellent. Tout le monde a été très bon, même si j'ai trouvé justement Bayley un peu effacé dans ce match. Mais ah oui. mais, sans jeu de mots, mais donc deleted. Mais donc du coup, voilà. Et le flop. De ce je sais pas. C'est bon signe si tu galères, c'est que c'est un bon pay-per-view. Non, c'est pas que je le trouve pas, c'est que j'hésite entre deux en fait. Donne les deux, c'est pas grave. Non mais c'était le Cena Roman Reigns pour moi le flop de ce pay-per-view, je trouve. Méchant, hein. Mais c'est pas un flop, c'est un flop de. Non, écoute, c'est ta déception du soir. Non, mais c'est un flop d'attente, voilà. C'est un flop de. On vous vend ça comme. Même si je sais la façon de catcher de Cena, je sais la façon de catcher de Roman Reigns, c'est un moment spécial. J'attendais des choses spéciales dans ce match. Ils auraient clairement pu faire beaucoup plus. J'attendais des choses surprenantes. Une rencontre dont on se souvient au moins pendant toute l'année. Ce match sera pas dans mon top 10 de cette année. Je peux partager ça, je suis d'accord. Donc voilà, je trouve en ça, franchement, il y avait mieux à faire. Je suis pas d'accord, je pense que t'es un connard. Ok. J'ai appris il y a pas très longtemps qu'on ne peut pas monétiser des vidéos où on dit des vulgarités. Donc sachez qu'on ne gagne jamais d'argent sur nos vidéos. Jamais. Voilà, il vient de nous foutre en l'air la vidéo. Merde. Voilà. Encore moins sur l'audio. Ma note, donc, c'est vert, mais je vais mettre 3,5. Je vais mettre 3,5. C'était un pay-per-view avec des bons matchs. Il n'y a pas eu, à part le match d'Enzo, il n'y a pas eu de matchs qui m'ont fait chier. Ou même qui ont été moyens. Ils ont tous été bons, voire très bons. Des résultats, surtout des résultats qui m'ont voilà, des matchs qui sont bons, mais vers la fin des résultats qui m'ont un peu mitigé. On va conclure tout ça en remerciant d'abord Giscald d'être venu. Écoutez, merci de m'avoir accueilli pour ce pay-per-view de Raw. Merci. Et Monsieur Ringside. C'est moi qui vous remercie. Toujours un plaisir. Et beau travail, la présentation. Bravo. Un marathon, un nouveau marathon pour Hank. Eh oui, j'avais écrit un paquet de textes. Vous pouvez nous retrouver bien entendu sur iTunes, vous pouvez nous retrouver sur PodCloud. Si vous nous regardez maintenant, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur YouTube. youtube.com/catchupcdc, sur le facebook.com/catchupcdc, @catchupcdc sur Twitter. On n'a pas de compte Instagram.
Mais on en fera peut-être un si Emma nous le demande. Et après, on n'a pas le droit de dire d'insanité. On vous fait des gros bisous, on vous souhaite une super semaine pleine de catch, bien entendu. On va couvrir Raw, on va couvrir SmackDown avec le supplément SmackDown avec Monsieur Giscal. Raw, on ne sait pas encore qui va le couvrir. Probablement il y aura soit Ringside soit moi dedans. Donc voilà. Et puis c'est tout. Gros bisous. On est là toutes les semaines, abonnez-vous. Oui, on est là toutes les semaines, mais vous le savez. Rassurez-vous. On est là toutes les semaines. Abonnez-vous, mettez des likes, tout ça, envoyez des sioux à l'arc. Bisous. Allez, ciao. Ciao. 1h34. Oh là là, trop long.